pour lui, c'était une évidence. Je suis du côté de Gaulle, les Allemands, un jour, ils partiront et on retrouve notre France, c'est pas eux qui vont décider. Ici, Londres. Éviter ou rompre le combat, à savoir vous disperser pour vous reformer aussitôt en vue de harceler l'ennemi, appellation au moment venu. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Donc aujourd'hui, on est en présence de Madame Roche, la petite fille de Théophile Guyot, un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Quelles traces, images ou souvenirs a-t-il laissé dans votre famille? Alors, bonjour. Dans un premier temps, bon, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le connaître, hein. Je suis née à peu près une petite dizaine d'années après son décès. La trace qu'il a laissée dans la famille, c'est un exemple, je dirais. C'est quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc il était gendarme, il aurait pu se contenter d'être gendarme, il a été au-delà, il s'est engagé. Et de par son attitude, donc c'est quelqu'un qui a créé au niveau de la famille, moi, que ce soit sa sœur, que ce soit des neveux, des nièces ou membres de la famille, c'est quelqu'un dont on parlait régulièrement, dont on évoquait le courage, mais pas que. C'est quelqu'un aussi qui foncièrement était très optimiste malgré tout ce qui s'est passé et qui avait beaucoup d'humour. Et donc moi, j'ai grandi où les gens parlaient de lui, mais c'était des anecdotes, des fois drôles d'ailleurs. Voilà, ce n'était pas que la personne sérieuse, que le grand résistant, c'était voilà toute une personnalité qui faisait que. Et puis forcément, toutes ses actions, la reconnaissance. Bon, moi, je devais avoir à peu près une quinzaine d'années quand il y a eu la construction de la nouvelle gendarmerie à Pleuhermel qui porte son nom. Donc moi, je suis venue, j'ai été avec ma mère. Forcément, il y avait un ministre qui était là, on a coupé le ruban et tout ça. C'est des choses qui marquent, même si on n'a pas connu la personne. Et c'est à partir de là, peut-être, je sais pas, je dois avoir 14-15 ans, où justement on pose des questions, voilà, à peu près votre âge, où on pose des questions à des membres de la famille. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on donne son nom à la gendarmerie de Pleurmel? Et voilà. Et là, les gens commencent à expliquer. Parce que on va pas, il y a des choses, on ne va pas expliquer à un enfant de 5 ans, quoi. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur l'empreinte qu'il a eue au niveau de la famille. Avez-vous une anecdote, une histoire qui vous a marqué à son sujet? Alors, l'anecdote, sachant que je ne l'ai pas connu, l'anecdote, c'est une anecdote qui n'est pas drôle du tout d'ailleurs. Il a été dénoncé et le jour où il a été dénoncé, il n'était pas à Pleuhermel. Donc la Gestapo l'attendait, route de Vannes, à la sortie de Pleuhermel, et il était à Vannes, il était allé voir sa sœur et ses nièces. Et donc il était sur Vannes. Et donc je crois que c'est le futur capitaine Louarn, si je ne me trompe pas, qui est venu le prévenir en lui disant: «La Gestapo vous attend, vous allez être arrêté, donc moi je suis là, je peux venir aller vous cacher». Et l'anecdote, voilà, ça montre aussi son courage. Mon grand-père, il a refusé. Il a dit non parce que s'ils n'arrivent pas à m'attraper aujourd'hui, ils vont aller à la gendarmerie de Pleuhermel, ils vont s'en prendre, ils vont arrêter ma fille et ma femme et les déporter éventuellement. Donc mon grand-père, entre guillemets, c'est ça l'anecdote, hein, il s'est, entre guillemets, jeté dans la gueule du loup, c'est-à-dire volontairement, il est revenu sur Pleuhermel, sachant que sur la route de Vannes, la Gestapo l'attendait, et c'est ce qui s'est passé. Et il a été arrêté sur dénonciation, comme généralement ça se passait à l'époque, malheureusement. Voilà.
Savez-vous pourquoi est-ce que il a décidé de rentrer dans la résistance? 39-45, la guerre a été déclarée. 1940, qu'est-ce qui s'est passé? La France, oui, a signé une armistice. Tout de suite, général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Et mon grand-père, ça a été une évidence. Les Allemands étaient là, il a dit, mais non. Il y a même pas, je ne sais même pas si dans sa tête, il y a eu une raison. Pour lui, c'était une évidence. Je suis du côté de Gaulle. Les Allemands, un jour, ils partiront et on retrouve notre France. C'est pas eux qui vont décider. En plus, il avait fait 14-18 déjà pour pas sauver, mais voilà, se battre pour son pays. Il n'allait pas plier. Donc il a dit, je suis gendarme, je m'engage dans la résistance. Dans un premier temps, c'était s'il y avait des lettres de délation sur des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, sur Pleuhermel ou les petites villes environnantes, ça passait à la poubelle. Les jeunes qui devaient partir au STO, travail obligatoire, quand les listes arrivaient à la gendarmerie, lui et ses hommes, ils allaient prévenir dans les campagnes. Donc ça donnait la possibilité à ces jeunes-là de prendre le maquis ou de se sauver, de se cacher et de ne pas partir en Allemagne travailler de façon obligatoire. Et puis bon, très rapidement, il y a eu la création d'un réseau de résistance. Et là, quand ça a commencé à s'organiser, le maquis de Saint-Marcel et tout ça, il y avait quand même pas mal de communication entre l'Angleterre et la région de Pleuhermel, avec des envois d'armes, des envois de documents, des envois de plein de choses. Ils faisaient des cartes. Alors des cartes des fois qui étaient sur du tissu de parachute et qui étaient envoyées à Londres justement pour tous les points forts où étaient les Allemands. Donc il veillait aussi au recrutement, l'équipement et l'instruction du maquis. Alors concrètement parlant, quand je dis lui, c'était lui et ses hommes. Là, on est en train de revoir la chose. Pour l'instant, on avait une liste de à peu près 35-37 gendarmes qui ont participé, qui ont été résistants. Et puis, en fait, c'est certains qui, comme mon grand-père, par des actes, sont connus. Et puis, on s'est aperçu qu'il y en a beaucoup d'autres. Et puis d'autres aussi qui ont laissé des écrits, mais qui n'en parlaient pas. Donc, c'est les familles qui maintenant disent, mais pardon, nous, on a un grand-père qui a fait ci, qui a fait ça à un moment donné. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un réseau de gendarmes, notamment sur le Morbihan. D'ailleurs, ils ont été décorés, qui a participé en mettant des pions partout justement à rendre possible les choses. Et rendre possible les choses, c'est notamment à leur petit niveau participer à la grande aventure du débarquement. Et donc dans la journée, il était gendarme, donc il faisait ce qu'il avait à faire. Donc les trucs du STO, il allait prévenir et tout ça. Donc il essayait d'arranger les choses pour ses compatriotes malgré la présence allemande. Et puis le soir, souvent, il était avec ses hommes, parce qu'il était chef d'état-major du réseau à une époque. Ils allaient réceptionner des parachutistes, ils allaient réceptionner du matériel, voilà. Et ça, c'était du côté de... Comment s'appelle votre lac, voilà, le lac au Duc. Ou dans la campagne et tout ça. Donc ça, c'était de nuit. Et puis, ils revenaient tranquillement. Et à propos d'anecdotes, il y en a juste une, c'est ma mère qui m'a raconté ça, c'est qu'un jour, il y avait un envoi parachutage de matériel et à la dernière minute, les Allemands, ils ont vu que des Allemands étaient en train d'arriver. Donc, les parachutes, ils n'ont pas eu le temps d'aller les cacher. Ma grand-mère s'est retrouvée avec dans sa salle à manger un parachute tout plié au fond du buffet. Et que là, elle lui a dit, c'est bien, mais là, les Allemands arrivent un jour, on se fait tous fusiller sur place, donc les parachutes, ce serait bien si tu pouvais aller les mettre ailleurs quand même. Donc ma grand-mère savait, ma mère savait aussi. Mon oncle, c'est-à-dire le jeune frère de ma mère qui avait 18-19 ans, s'est engagé aussi alors, les réseaux, il faut voir comment ça fonctionnait, c'est que les réseaux ne se connaissaient pas entre eux. Et ça faisait peut-être plusieurs mois, en tout cas presque un an, que mon grand-père était chef d'état-major de son réseau, quand il a rencontré un autre réseau et il a vu son fils. Parce qu'il y en a un qui sortait le soir, l'autre qui sortait le soir, mais ils ne se racontaient pas ce qu'ils allaient faire. Donc ils ont été dans deux réseaux différents, sans savoir, jusqu'au jour où ils se sont rencontrés.
Ah, toi aussi? Bah oui, voilà. Mmh. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, parce que plus il y avait des réseaux qui étaient indépendants les uns des autres, si ça fuitait, c'était pas le gros réseau qui sautait d'un coup. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu l'arrivée à la gendarmerie de Vannes de futur général Guillodeau, qui était commandant à l'époque. Et donc, mon grand-père l'a fait rentrer dans le réseau de résistance. Et du coup, comme mon grand-père était lieutenant à l'époque et que l'autre était déjà commandant, pour une question de grade, le commandant Guillodeau, futur général, a pris le commandement du réseau. Et mon grand-père était son second. Donc, ils ont continué jusqu'à début 44. Là, le commandant Guillodeau s'est fait arrêter, envoyé en camp de concentration de Neuengamme. Et donc, mon grand-père a récupéré le chef d'état-major du réseau. Et au mois de mars 44, mon grand-père il a été arrêté par la Gestapo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a été torturé. À la maison, là, je n'ai pas apporté parce que même pour nous, la famille, c'est quelque chose de difficile. Après la guerre, il y a un certificat médical, un médecin qui dit s'il est apte à reprendre certaines activités. Et il y a toutes les blessures et toutes les tortures, et c'est dû à des tortures, dû à des tortures. Et notamment, mon grand-père, ça c'est entre guillemets encore une anecdote, il lui avait écrasé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails d'autres tortures parce que c'est pas très gai, mais il lui avait écrasé les mains. Quand il écrivait, on me l'a raconté, moi je ne l'ai pas vu bien sûr, il mettait son crayon entre les deux doigts et il écrivait comme ça. Voilà. Ce qui donnait une écriture assez jolie, assez ronde. Ça donnait une écriture ronde. Donc voilà, il a été déporté au camp de Neuengamme, qui est au nord de l'Allemagne. C'est un camp, c'est en dessous du Danemark. Donc là, il s'est retrouvé, il y avait donc le commandant Guillodeau. Quelques mois après, mon grand-père a vu que son frère, qui était gendarme aussi à Pontivy, était là, dans le camp, et son fils, qui devait avoir 19-20 ans à l'époque, 20 ans. Alors mon grand-père, là, il a fait un travail c'était du travail de terrassement, mal nourri. Enfin, vous avez déjà vu assez de choses sur les camps de concentration, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, le 3 mai 45, le camp a été libéré par notamment des Anglais. Et avant, ils avaient déjà vidé le camp, donc il y a eu les marches de la mort. Mon grand-oncle, c'est-à-dire son frère, est mort. Et mon grand-père a été mis sur un bateau. Ils étaient plusieurs bateaux avec des prisonniers. Et il y a eu un autre bateau, le Cap Arcona, où il a vu son fils monter. Il y avait 6000 prisonniers. Et les Anglais, ils ont cru que c'était des troupes allemandes. Ils ont coulé le bateau. 6000 morts, dont son fils. Donc il a vu son fils, le bateau en flammes et tout ça, voilà. Et mon grand-père, ensuite, il a été récupéré par la Croix-Rouge. Et il a été très, très malade. Il a été plusieurs jours nourri par quelqu'un qu'il ne connaissait pas, c'était un Russe qui parlait pas français, donc qui lui a apporté un peu de nourriture. Donc après, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge suédoise notamment, et ils sont revenus en train, mais bon, vous imaginez, c'était complètement chaotique à l'époque, et ils sont revenus par Lille, Paris, et donc, bon an, mal an, il est revenu sur la Bretagne courant août 1945. Et puis après, bon, ça a été, de toute façon, dans un premier temps, vous imaginez bien qu'il n'allait pas retourner travailler. Il faut déjà physiquement et puis psychologiquement se remettre de tout ça. Et puis après, bon voilà, il est retourné s'installer tranquillement de là où il venait. Il avait une belle maison sur Plémel avec ma grand-mère, faire le deuil de tous ceux qui n'étaient pas revenus aussi. Et puis voilà quoi. Donc en gros, voilà son beau parcours. Oui. Comment, parce qu'il était gendarme, donc il était dans son gendarmerie, il devait y avoir des Allemands un peu partout. Oui. Comment est-ce qu'il faisait pour ne pas se faire démasquer? Je ne sais pas. Justement, ça c'est elle est très pertinente ta question. Je ne sais pas du tout parce que c'était peut-être tellement énorme que les Allemands
pensaient pas, parce que les Allemands pensaient aussi, enfin les Allemands et les personnes haut placées en France qui étaient pour les Allemands, malheureusement il y en avait, ils pensaient qu'un gendarme est obligatoirement du côté des Allemands. Oui. Donc du fait de ce fait-là, peut-être qu'ils étaient moins surveillés. Parce que c'est vrai que si on voit quelqu'un en uniforme avec le képi, Seconde Guerre mondiale, qui se déplace, en plus ils pouvaient se déplacer, ils n'étaient pas obligés de montrer des documents, qui se déplacent en disant je vais faire ci, je vais faire ça, bah oui, allez-y. Voilà. L'Allemand, il ne va pas forcément dire il est en train d'aller récupérer des documents dans la campagne de Ploërmel pour la résistance. C'est pas forcément le truc évident, on n'y pense pas forcément tout de suite. La preuve que c'est un système qui fonctionnait bien, la preuve que c'était un système où il faisait quand même preuve d'une extrême discrétion, c'était principalement le soir, c'est que il s'est fait son arrestation, c'est dû à une dénonciation. Le général Guillodeau, qui à l'époque était commandant, ça a été sur dénonciation aussi. Voilà. Alors les dénonciations, c'est soit des gens de l'extérieur, ou des fois, là ça je sais pas, on n'a jamais trop su, on n'a même pas trop su, on n'a même pas su du tout qui c'était. Mais la dénonciation, ça peut être, des fois c'était au sein même, il y a un système d'espionnage, au sein même d'un réseau. Là je crois pas que c'était le cas. Mais il suffit que quelqu'un dans la rue, puis Ploërmel, c'était quand même, ça devait pas être très très grand à l'époque, voit un gendarme qui tous les soirs se déplace pour aller auprès du lac et puis qui revient à 3 heures du matin, au bout d'un moment, il va se dire quand même. Donc voilà, c'était peut-être quelqu'un qui, voilà, c'était peut-être quelqu'un, parce que mon grand-père, bah, enfin, lui et les autres gendarmes qui ont été arrêtés, hein, c'était un gendarme, bon, un gendarme, des fois, ils sont pas trop bien vus parce que quand on fait quelque chose un petit peu limite, on se fait attraper, il y a une amende, voilà. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était pas forcément pro-allemand, mais qui aimait pas les gendarmes ou qui aimait pas mon grand-père, qui on saura pas. Oui. Est-ce qu'avoir un grand-père qui s'est engagé dans la résistance vous a guidé dans votre vie, vous a aidé à faire certains choix? Alors faire certains choix, je ne sais pas. Comme j'ai dit, je l'ai pas connu. Maintenant, j'ai grandi avec des personnes qui me parlaient de lui. Donc oui, quelque part, oui, ça a sûrement fait à la personne que je suis, avec des principes. Bon, maintenant, il n'y a pas que lui non plus, mais bon, lui, voilà, il était officier de gendarmerie. Mon grand-oncle, qui lui n'est pas revenu du camp de concentration, était gendarme aussi. Donc mon père était militaire et lui, bon, c'est pas le fils de mon grand-père, mais il a été 5 ans prisonnier en Allemagne, où il a fait de la résistance en Allemagne aussi. Donc forcément, quand on a ce genre, plusieurs personnages comme ça, avec tout en haut du podium mon grand-père, forcément, ça fait de nous les personnes qu'on est. Oui, oui, quelque part, ça va influencer. Au niveau des principes, par exemple, moi, si je vois des choses qui ne vont pas bien en France, sans tomber dans des choses stériles et clivantes, mais si je vois des choses qui vont pas bien en France, ça me fait pas plaisir parce que je me suis dit, mais voilà, pour moi, voilà, la France et comment ça devrait être, c'est assez carré et je pense que ça découle de mon grand-père, des hommes de la famille, parce qu'il n'était pas le seul, mais notamment de lui, voilà. Il a jamais pu me dire, voilà, faut faire comme ci, il faut penser comme ça et me donner des principes. Mais forcément, on a quelqu'un comme ça dans la famille, oui, ça impacte, sûrement. Même si on n'en est pas tout à fait conscient, oui, oui, ça impacte. Ça, c'est indéniable. Bah voilà, c'était notre dernière question. Sachez que ça a été un honneur pour nous de vous écouter, de vous entendre parler, parce que ça nous a appris beaucoup de choses, je pense. Et ça va beaucoup nous aider pour notre projet final. Et moi, ça m'a fait très plaisir. Bah, en tout cas, moi, je trouve ça très bien que justement maintenant, c'est en train, bon, on entend beaucoup parler du devoir de mémoire. Et votre génération, je trouve ça très bien, c'est en train de revenir. Moi, quand j'étais au collège, hein, il fallait pas en parler de ces trucs-là. Ouais. Ça restait, ça a C'était marqué encore, quoi. Années 75, enfin les années 80,
Et, et moi, je ne parlais pas de mon grand-père, je ne parlais pas de mon père, je ne parlais pas du tout de la famille de militaires, en fait, parce que j'étais dans un collège où quand même j'entendais, je m'excuse pour le langage, hein, des vieux cons qui sont en train de se pavaner avec leurs médailles. Donc, vous voyez, moi ça, le coussin avec toutes les médailles, je ne l'aurais jamais montré. Voilà, donc nous, c'était une génération où on, voilà. Alors eux, ils ont fait preuve de beaucoup d'élégance, ils n'en ont pas parlé, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas imposer ça à leur famille et aux gens autour d'eux. Et puis la génération de leurs enfants et petits-enfants, on est resté discret aussi, parce qu'il y a eu une époque, personne ne voulait en parler. Et là, c'est assez récent, mais enfin ça fait quand même quelques années, c'est en train de revenir et on est en train de dire le devoir de mémoire. Alors c'est peut-être aussi, c'est que les derniers survivants, 95-98 ans, c'est maintenant, parce que bientôt il n'y aura plus personne. Si c'est ça, bah, moi je dis c'est très bien. Donc que vous, votre génération, vous, voilà, vous fassiez un travail, pas parce que c'est mon grand-père, mais vous fassiez un travail sur lui ou sur d'autres personnes comme ça, voilà, moi je trouve, enfin, c'est cohérent et c'est très bien. Voilà, donc félicitations pour ça. Merci Merci. beaucoup.